donc coordination nationale des enseignants et enseignantes pour un meilleur système. Mais aussi il est SG, ça veut dire secrétaire général de l'Union départementale de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, CSA, section de Vélingara. Je veux le nommer M. Ibrahima Diallo. Bonsoir M. Ibrahima Diallo. Voilà, bonsoir mon frère Moustapha. C'est un plaisir de te retrouver en tant que promotionnaire, mais aussi en tant que passionné, n'est-ce pas, de l'information. Et c'est l'occasion de remercier tous les enseignants du Sénégal, mais en particulier ceux de Vélingara. Parce que voilà, nous sommes à Vélingara. Toutes nos activités syndicales, nous les faisons à Vélingara. Donc c'est une opportunité pour les saluer. Donc leur dire, voilà, nous sommes là aujourd'hui et nous souhaitons le Tout-Puissant pour que tout se passe bien, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, donc voilà, nous revenons ici sur ce plateau. Donc, c'est dû à un problème de technique de micro. Donc, on s'en excuse. Voilà. Donc, nous revenons à notre mouton. Donc, l'émission Parlons Éducation. Aujourd'hui, donc, nous avions le plaisir donc, de recevoir sur ce plateau M. Ibrahima Diallo, que je rappelais toujours, qui est responsable syndical du CONEMS. Il est le secrétaire général chargé de la formation au niveau du CONEMS, mais aussi secrétaire général au niveau du CSA, autant pour moi, oui, CSA, section Vélingara. Donc, sur ce débat, nous allons parler d'abord de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire avec ses péripéties, ça veut dire les problèmes qu'on peut rencontrer et aussi des solutions, des pistes de solutions qu'on peut énumérer. Mais avant d'abord d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord parler d'abord de ce syndicat qu'on appelle CONEMS, qui vient de naître, ça veut dire un jeune syndicat. Monsieur Diallo, pouvez-nous revenir un peu sur la genèse de ce syndicat-là d'abord? Voilà, merci beaucoup mon frère Moustapha. C'est un plaisir, quand je parle de la CONEMS, j'ai un plaisir. Parce que la CONEMS est née d'une circonstance. Nous tous, nous savons qu'en 2012-2013, l'État du Sénégal a décidé de mettre un terme à ce qu'on appelle le volontariat et d'amener ce qu'on appelle le CREM, le concours de recrutement des élèves maîtres. Et l'État du Sénégal a mis en place ce concours en 2012-2013, mais malheureusement, ce concours n'était pas accompagné d'un texte juridique.
à savoir d'un décret. Oui. Donc, raison pour laquelle la première génération du CREM, 2013, Oui. la deuxième génération, 2014, la troisième génération dont nous sommes issus. Oui. Donc, nous tous, beaucoup d'entre nous avaient eu leur CAP, le certificat d'aptitude à la pédagogie. Oui. Donc, beaucoup avaient eu ces diplômes sur le terrain. Oui, oui. Mais malheureusement, vous voyez leur dossier rejeté une fois arrivé au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Oui. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, l'État du Sénégal a décidé de mettre en place ce concours, mais malheureusement, ils n'ont pas accompagné ce concours-là par un texte juridique. Raison pour laquelle donc, il y a eu ce manquement. Donc, nous qui sommes de la première, deuxième et troisième génération, nous avons fait des investigations. Et nos inspecteurs, n'est-ce pas, qui nous formaient, nous ont fait savoir que vous pouvez rester une décennie, 2 décennies, sans accéder à la fonction publique. Parce que tout simplement, l'État du Sénégal a décidé de mettre en place ce concours, mais malheureusement, il n'y a pas un décret qui a été signé par le président de la République. Donc, nous sommes constitués en collectif, qu'on appelait CONEM, le collectif national des élèves maîtres. Donc, ce collectif est allé rencontrer, n'est-ce pas, les syndicalistes qui étaient là. Oui. Je parle des syndicats traditionnels qui étaient là. UDN, CELS. Effectivement. Oui. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de réponse. Oui. Donc, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Et c'est pourquoi nous, notre collectif, s'est engagé à défendre corps et âme notre avenir. Parce qu'on s'était dit que si ce décret n'est pas signé, notre avenir est en danger. Donc nous avons commencé des démarches, nous sommes allés voir, n'est-ce pas, le DRH du ministère de l'Éducation nationale. Celui-là nous a fait savoir effectivement donc, que ce concours n'est pas accompagné de décret. Mais lui, il pense, n'est-ce pas, que ce décret sera signé incessamment. Voici ce qu'il nous avait dit. Nous avons attendu un instant, nous avons attendu des mois, mais malheureusement, n'est-ce pas, le président n'arrivait toujours pas à signer ce décret. Nous aussi, nous sommes passés à la vitesse supérieure. Nous avons réuni tous les enseignants issus du CREM, de la première à la troisième génération. Donc, je me rappelle, en 2017, nous sommes allés au niveau de l'IA de Dakar. Tous les enseignants issus du CREM se sont rencontrés là-bas avec le brassard rouge, n'est-ce pas, avec des pancartes, pour montrer, n'est-ce pas, à l'État du Sénégal qu'ils sont en train de sacrifier nos avenir. Donc, voilà, ça a fait une tache d'huile au niveau du gouvernement, mais malheureusement, jusqu'à présent, le président n'arrivait pas à signer ce décret-là. Voilà, nous avons tenté, nous avons risqué. C'est risqué. Voilà, parce que tout simplement, nous avons attendu la génération, je pense que c'est 4e génération qui sortait. Nous avons attendu leur sortie. Au moment où on leur donnait le diplôme de sortie au niveau de Daniel Sorano. Une cérémonie qui a été organisée par le ministre de l'Éducation d'alors, Serigne Mbaye Thiam. Nous sommes allés perturber cette cérémonie-là. Donc, ce qui veut dire que ce jour-là, on pouvait nous railler. Parce que nous railler était facile, parce qu'on n'était pas des fonctionnaires. On était des maîtres contractés. Mais heureusement, nous nous sommes dit que le jeu en vaut la chandelle. Parce que tout simplement, c'est des générations qui risquent d'être sacrifiées et il fallait faire ça. Ce jour-là, nous sommes constitués en bloc. Nous avons perturbé cette cérémonie organisée par le ministre. Et c'est ce jour-là qu'ils se sont rendus compte que ces jeunes-là ne jouent pas, mais il faut signer, n'est-ce pas, le décret le plus rapidement possible. Voilà, quelques instants après, le président de la République a signé le décret. Et c'est ce décret-là qui permet aujourd'hui à tous les enseignants, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, de la première génération jusqu'à aujourd'hui, d'accéder à la fonction publique. Donc ça, on l'a fait en tant que collectif. Maintenant, nous nous sommes dit que après avoir réussi cet exploit, après avoir réussi tant de prouesses, mais pourquoi ne pas s'ériger en syndicat? Parce que tout simplement, on a réussi quelque chose d'extraordinaire, sans l'appui de qui que ce soit. C'est pourquoi nous avons décidé de s'ériger en syndicat. Nous avons tenu notre première assemblée générale en décembre 2018, donc à Dakar. Et voilà, nous avons attendu quelques années avant la sortie de notre récépissé. Et depuis que notre récépissé est sorti, on est devenu un syndicat légalement constitué. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, nous faisons notre bond de chemin. Donc les élections de représentativité en 2023, nous avons participé aux élections. Nous sommes allés seuls, sans coalition. Ceux-là connaissent être partis aux élections. Et nous avons trouvé ici des syndicats qui ont fait 30 ans, 40 ans, qui n'ont pas osé
aller aux élections, aller seuls aux élections, qui sont allés se recroqueviller avec d'autres. Mais nous sommes allés seuls. Et Dieu a fait que nous souhaitions, n'est-ce pas, être représentatifs parce qu'il fallait avoir 10% pour être représentatif. Et Dieu nous avait donné 5%. Donc nous remercions le Tout-Puissant. Parce que sur plus de 20, n'est-ce pas, listes qui étaient en compétition, nous étions, si je ne me trompe pas, nous étions arrivés 7e ou 8e. C'était un bon rang pour vous. Pour nous qui venons juste avoir 2 ans d'existence. Donc juste pour montrer que voilà, aujourd'hui, la CONEMS travaille dans tous les départements du Sénégal, dans toutes les sections et sous-sections, la CONEMS est représentée. Donc c'est pour vous montrer tout simplement que nous faisons notre bon chemin et voilà, alhamdoulilah, nous faisons des résultats. Voilà, surtout ce que vous venez de dire, ce décret-là a valu beaucoup de temps. Ça a valu beaucoup de temps, mais surtout, à notre formation, nous entendions des rumeurs disant que après notre formation, nous serons intégrés sans pour autant aller faire la pratique du CAP. Effectivement. Et pourquoi ce décret-là n'a pas intégré cette ligne-là? Effectivement. Donc, au départ, je pense que, comme vous le savez, la politique, c'est la politique. C'est ça. Au départ, voilà, l'État a voulu en mettre en terme, comme je l'ai dit tantôt, a voulu en mettre en terme au volontariat. Parce que nous tous, nous savons qu'avec le volontariat, il fallait avoir le BFM, pour être admis, n'est-ce pas, pour être enseignant. Mais l'État a voulu relever le niveau. Dire que maintenant, ce n'est plus le BFM, mais il faut avoir minimum le bac pour faire le concours, n'est-ce pas, du CREM. Donc, l'État du Sénégal, en ce moment-là, on avait un manque criard d'enseignants au Sénégal. Donc, il a fallu qu'il fasse cette politique-là, dire aux jeunes que vous allez sortir avec le CAP, n'est-ce pas, écrit, et pour les motiver, donc. Effectivement, et avec le CAP pratique. Mais à un certain moment, on s'est rendu compte que tel n'est pas le cas. L'enseignant doit juste avoir, à la sortie, n'est-ce pas, de la formation, avoir le CAP écrit, mais il faut, une fois sur le terrain, avoir le CAP pratique, n'est-ce pas, pour être intégré à la fonction publique. Donc voici comment les choses se sont passées. Mais ce qui est déplorable, c'est de voir des jeunes, n'est-ce pas, sortir et attendre 2 ans, 3 ans, d'autres même 5 ans, n'est-ce pas, avant l'arrivée des inspecteurs. Donc ça, c'est à déplorer. Parce que n'oublions pas que quand l'enseignant il termine sa formation, il vient sur le terrain, le premier jour qu'il signe l'attestation de prise de service, ce jour-là, il est candidat. Donc tu es obligé d'être là, tu es candidat chaque jour que Dieu fait. Tu vas porter la même tenue. La tenue de pêche. Chaque jour que Dieu fait. Parfois même les élèves disent que est-ce que Moussé il a une seule tenue, est-ce qu'il n'a pas une seule tenue. Donc c'est juste pour montrer que voilà, c'était bien donc d'instaurer, n'est-ce pas, cette pratique-là de ce concours de crème. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à décrire parce que tout simplement les moyens, n'est-ce pas, les moyens n'accompagnent pas, n'est-ce pas, ce concours-là qui a été mis en place. Surtout, revenons surtout à ce problème-là. Vous avez dit que vous avez interpellé les anciens syndicats qui étaient là. Qu'est-ce qui bloquait cet apport-là de ces anciens syndicats? Effectivement. Parce que nous avons eu écho de beaucoup de choses. Nous avons entendu beaucoup de choses. Parce que beaucoup disaient que voilà, c'est des jeunes qui viendront. Et quand ils viennent, voilà, ils vont dépasser certains anciens qui étaient là. Tu vois, un directeur par exemple qui n'a pas son CAP, il n'a que le CEAP. Et ce jeune-là, quand il vient, il a son CAP. Donc à un certain moment, mais moi je me dis que c'est aussi, disons, c'est ça la réalité aussi. Si Dieu a décidé ainsi, donc il devrait accepter. Pourquoi ne pas accepter ça? Mais après, voilà. Les choses, en ce moment c'était tendu, mais on a compris que voilà aujourd'hui, donc nous sommes tous des enseignants, donc il faut rester soudés et savoir que nous tous, que ce soit le directeur, que ce soit l'adjoint, nous sommes tous des frères et sœurs. Ce qui importe aujourd'hui, c'est l'avenir des potages, n'est-ce pas, donner les enseigner, n'est-ce pas, et mettre quelque chose dans leur tête, c'est tout ce qui importe. Voilà, merci M. Diallo. M. Diallo, revenons aussi sur la CONEMS. Pourquoi la CONEMS ne s'est pas ne s'est pas battu, ou bien les élèves maîtres
Pourquoi ils n'ont pas intégré rapidement la CONEMS, tout en sachant qu'il y a un autre syndicat qui avait fait ce bond-là? Pourquoi nous, les élèves maîtres, n'ont pas pu venir autour du CONEMS pour lui pousser, ça veut dire lui pousser en avant, surtout être représentatif, avoir les 10% pour s'asseoir sur la table de négociation avec l'État? Effectivement. Oui. Pour dire vrai, mon frère, oui. pour dire vrai, oui. Nous, dirigeants, oui. nous avons fait ce qu'il fallait faire. Parce que depuis que nous sommes devenus syndicats, oui. nous ne cessons d'accompagner les enseignants. Oui. Nous n'accompagnons pas seulement les enseignants qui sortent des CRFP, oui. les enseignants issus du CREM, oui. mais nous accompagnons tous les enseignants du Sénégal. Mais particulièrement, je dis bien particulièrement, oui. les enseignants issus du CREM. Issus du CREM. Oui. Ce qu'il faut constater, c'est quoi? C'est qu'à chaque année oui. que les nouveaux sortants viennent, nous les accompagnons. Oui. Nous les accompagnons socialement, mais nous les accompagnons pédagogiquement. Oui. Dans tous les départements du Sénégal. Surtout avec les nouveaux sortants là. Effectivement. Chaque jour, vous étiez au sauver de ces nouveaux là. Effectivement. Surtout d'autres qui ne connaissaient pas leur lieu de service. Effectivement. C'est pas seulement cette année, oui. mais nous le faisons depuis des années encore. Oui. Depuis que nous avions déposé notre récépissé, n'est-ce pas, avant même la sortie des récépissés, mais nous faisions ces actes-là. Oui. Parce que nous nous sommes dit que ces sortants des CRFP, c'est la même famille. C'est la même famille. C'est la même famille, c'est la famille du CREM. Oui. Maintenant, pourquoi ne pas accompagner ces derniers-là? Oui. Donc, nous l'avons fait. Donc, nous louons des appartements pour eux. Oui. Donc, nous les accompagnons pédagogiquement dans les groupes, à travers le groupe WhatsApp. Parce que nous avons des groupes nationaux. CONEMS 1, CONEMS 2, CONEMS 3, jusqu'à CONEMS 5. Oui. Mais aussi dans chaque département du Sénégal, nous avons des groupes WhatsApp où nous partageons des documents. N'est-ce pas? Où nous les expliquons comment se fait la pédagogie. Donc, chaque année, nous le faisons. Maintenant, si aux élections, certains, n'est-ce pas, des enseignants ici de CREM ne votent pas pour nous, donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de redoubler d'efforts. Oui, encore. N'est-ce pas? C'est redoubler d'efforts, montrer à ces derniers-là que c'est la même famille. Oui. Montrer à ces derniers-là que nous sommes là pour eux. Oui. Et nous ne cesserons de les accompagner parce que tout simplement, nous sommes de la même famille. Oui. Donc voici ce que nous faisons. Oui. Et cette année, nous avons initié beaucoup de choses. Avec les nouveaux sortants. Oui, les nouveaux parce sortants. que nous avons fait des parrainages avec leurs activités. Parce que nous savons qu'à chaque année, quand ils sortent, n'est-ce pas, ils font des activités. Oui, ils font des activités. Et nous les accompagnons. Nous avons accompagné, n'est-ce pas, le CRFP de Thiès. Nous avons accompagné le CRFP de Diourbel. Nous avons accompagné le CRFP de Matam. Nous avons accompagné le CRFP de Louga. Et tant de tous les CRFP, n'est-ce pas, que nous avons accompagné. Nous venons, mais nous aussi, nous mettons la main dans la poche pour les aider. Oui. Donc, juste pour montrer que ces derniers, juste pour les motiver en fait. Pour les motiver, parce que c'est des nouveaux qui viennent. Quand ils viennent, ils ont besoin de nous anciens, à ce qu'on les accompagne, à ce qu'on les guide, afin qu'ils rejoignent leur poste, et nous ne cesserons de le faire. C'est pas parce que, n'est-ce pas, la CONEMS n'est pas représentative que nous allons baisser nos bras. Nous allons continuer de les accompagner, nous allons continuer de les guider pour qu'un jour, n'est-ce pas, la CONEMS puisse être sur la table de négociation. Voilà, merci SG. Et vous êtes secrétaire général national chargé de la formation syndicale au niveau du CONEMS. Comment se passe la formation du CONEMS? Voilà. La formation, d'abord, on avait centré ça au niveau du BEN, c'est-à-dire les membres du bureau exécutif national. Parce que, je le dis à chaque fois, quand on veut faire le syndicalisme, n'est-ce pas, il faut d'abord connaître les textes qui sous-tendent, n'est-ce pas, l'enseignement. Tu ne peux pas dire que tu es un syndicaliste dans l'enseignement et que tu ne maîtrises pas les textes. Donc, nous l'avons fait, nous. Maintenant, ce que nous allons en train de faire, c'est de décentraliser. De décentraliser la formation dans les sections et les sous-sections. Je me rappelle l'année où on avait fait la formation, nous avions amené, n'est-ce pas, des documents que nous avions partagés à certains amis, n'est-ce pas, qui sont syndicalistes au niveau de Vélingara et partout dans le département du Sénégal. Mais cette formation-là sera décentralisée. Parce que comme je le soutiens à chaque fois, nous méritons d'être formés, mais surtout ceux qui sont à la base. Parce que nous voyons beaucoup de choses qui se passent, c'est parce que tout simplement, n'est-ce pas, les travailleurs n'ont pas été formés. Parce que s'ils ont une formation syndicale, n'est-ce pas, ils se rendront compte
qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, Oui. n'est-ce pas, de façon... nous prenons des décisions d'un coup de tête, oui. alors que nous devrions pas le faire. Oui, oui. Parce que nous tous, nous savons que nous sommes régis par des lois. Par les lois. Et quand on est régi par des lois, Surtout. n'est-ce pas, ce qu'il faut faire, c'est de maîtriser ces lois-là, Cet axe-là. n'est-ce pas, qui sous-tendent, n'est-ce pas, votre secteur. Oui. Donc voici là où nous sommes. Mais Inch'Allah, ces formations-là seront décentralisées Oui. à travers la CONEMS, mais aussi à travers la centrale syndicale dont CONEMS en fait partie, Surtout, à savoir la CSA, n'est-ce pas, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, dont Eliman Diouf est le secrétaire général national, voilà. et la CONEMS dont Pape Boubacar Kama est le secrétaire général national. Que nous saluons de passage, et nous vous saluons de passage. Monsieur Diallo, toutes ces tâches-là ne sont-ils pas lourdes pour vous? Non, ces tâches ne sont pas lourdes pour moi. Oui. Parce que moi, le syndicalisme, c'est ma passion. Oui. J'aime la politique, tout le monde le sait, oui. mais le syndicalisme, c'est ma passion. Aussi, oui. C'est quelque chose que j'ai commencé dès le bas âge. D'abord, en étant amateur, oui. à l'école primaire d'abord. Oui. J'étais dirigeant dans mon école primaire. En ce moment-là, on parlait de foyer scolaire. Foyer scolaire, voilà. Et j'étais le président à l'école primaire, donc de Théil. Donc je salue au passage tous les Théilois et les Théiloises, n'est-ce pas? Maintenant, après mon entrée en 6e, on nous a amenés au lycée de Vélingara, le lycée mixte. Donc c'est un lycée où il y avait de la 6e jusqu'en terminale. De la 6e à la 4e, j'étais un observateur. J'observais des syndicalistes comme les Moussa Ringo, Moussa Diallo, que je salue au passage, que je suivais, n'est-ce pas, les Daouda Guissa et autres, je les suivais, et parce que je suis passionné du syndicalisme. Et en 4e déjà, j'étais membre du Fosco du foyer scolaire. C'est pour la première fois. Un élève du premier cycle était membre du Fosco pour la première fois. En 3e aussi, j'étais membre du bureau. Et en seconde, je suis devenu le président. Aussi. En seconde, première, jusqu'en terminale, parce qu'on disait qu'en terminale, ne prenait pas être président. Donc au mois de février, je ne sais pas, mars, j'ai léché ma tâche. J'ai cédé la présidence. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer le syndicalisme. Parce qu'après le Fosco, j'ai mis un club qu'on appelle le club d'histoire et géographie. C'est pas pour rien que je suis un historien. Voilà, je suis allé être le président du club d'histoire et géographie. Arrivé aussi, n'est-ce pas, à l'université, chez Anta Diop, j'étais syndicaliste. Donc avec notre propre liste qu'on avait créée avec Pape Boubacar, l'autre là, Apolline Diata et moi. Lui était le coordinateur et moi j'étais le directeur de campagne. Donc ça veut dire que le syndicalisme c'est ma passion. Raison pour laquelle tous les postes que j'aurai, j'assumerai cela avec amour et je ferai ma tâche comme il se doit, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Très bien, donc vous l'avez bien si entendu. Donc ces tâches-là, donc il les maîtrise. C'est un passionné, je disais au début de l'émission, c'est un passionné du syndicalisme. Voilà, M. Diallo, revenons ici, le CONEMS au niveau de la région, mais surtout dans le département. Quelles sont les solutions que vous pouvez faire pour massifier en quelque sorte cette syndicat-là, le CONEMS? Effectivement, la massification ne doit pas s'arrêter. Et chaque jour que Dieu fait, donc les membres du bureau, on s'y attelle. Mais ce qu'il faut constater, que dans le département de Vélingara, nous sommes parmi les premiers syndicats. La CONEMS n'est pas représentative au niveau national. Mais ici à Vélingara, la CONEMS est représentative. Parce que lors des élections, nous étions parmi les premiers. Donc, nous saluons aussi le secrétaire général départemental. Monsieur Ahmadou Bamba Diop. Oui, surtout ça. Monsieur Diop, on vous salue. Monsieur Sek et tous les autres aussi. Oui, Sek aussi, voilà. Voilà, au niveau du département de Vélingara, nous sommes premiers. On n'a pas été premiers en dormant. On a été premiers parce que nous avons sillonné toutes les localités du département de Vélingara. Nous avons fait école par école. Nous avons été dans le Patiana. Nous avons été là où l'accès est très difficile. Voilà, Elazim. On revenait parfois à 0 heure lors des campagnes. Bamba et Sek sont mes témoins, Basile et autres. Ce sont mes témoins. On revenait à 0 heure au niveau de Vélingara ville. Et pourtant, on quittait ici à 7 heures. De 7 heures
à 0 heure, nous étions on était sur le terrain. Donc, on n'a pas été premier à Vélingara pour rien, parce que voilà, nous sommes beaux, etc. Mais c'est parce que nous avons travaillé. Et si nous venons aussi au niveau de la CSA, la centrale syndicale, nous avons de grandes centrales comme la Synthèse, la Synthèse FC, etc. UNSAS, de grandes centrales. FZTS, tout ça. Effectivement, mais ça n'a pas empêché à la CSA d'être première au niveau du département de Vélingara. Et ça, je vous salue, vous, Moustapha, qui étiez, n'est-ce pas, notre représentant au niveau de la commune de Kounkané, et qui a abattu un travail extraordinaire. Au passage, je salue tous ceux qui nous représentaient dans les différentes communes du département de Vélingara. Ils se sont donnés corps et âme pour que la CSA et la CONEMS puissent gagner. Donc, ce qui veut dire que nous, on ne cesse, n'est-ce pas, de massifier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Récemment, vous nous avez vu au niveau de l'IF, on accompagnait les nouveaux sortants. On les a accompagnés, n'est-ce pas, socialement, financièrement, on les a accompagnés, mais aussi pédagogiquement, on va continuer de les accompagner. Parce que ce sont des frères et des sœurs, et nous allons toujours les guider, et nous serons là. La CONEMS, je précise, était le seul syndicat présent lorsqu'ils étaient là, lorsqu'ils prenaient les OS. Avant même qu'ils prennent leurs OS, nous, on les a rencontrés bien avant. Nous avons cherché, n'est-ce pas, là où les mettre, parce que beaucoup ne sont pas de la région, surtout du département. Effectivement, beaucoup n'habitent pas à Vélingara. Et nous avons cherché, pour ceux qui en avaient besoin, on les a mis quelque part. Et ça, c'est aux frais de la CONEMS. Et au passage, nous remercions la CONEMS nationale, elle aussi qui n'a ménagé aucun effort pour que, n'est-ce pas, les enseignants de Vélingara, n'est-ce pas, puissent être dans de très bonnes conditions. Voilà, sur ce thème-là, sur la CONEMS, qu'est-ce que vous pouvez en rajouter en quelque sorte? Tout ce que nous pouvons dire, c'est d'accompagner, c'est de dire aux enseignants, aux enseignants en général du département de Vélingara, que la CONEMS, c'est un syndicat qui est là, qui a un avenir. Le syndicat, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, les sortants des CRP, même si nous savons que ce sont les sortants des CRP qui ont mis en place le syndicat. Mais nous, aujourd'hui, moi, beaucoup de doyens m'appellent, qui ne sont même pas de la CONEMS, qui m'appellent pour que je leur diligente des dossiers. Mais c'est pour dire tout simplement que la CONEMS n'est pas seulement pour les enseignants sortant des CRP, mais nous sommes là pour tout le monde. Pour tous les enseignants. L'exemple est là. Lorsque des enseignants ont eu des problèmes, n'est-ce pas, on les a défendus. La CONEMS a porté plainte. Et nous les avons accompagnés jusqu'à ce qu'on a rendu compte que ces enseignants-là qu'on avait accusés, n'est-ce pas, on les a accusés gratuitement. Mais à travers. Effectivement. Mais il n'était pas question de les laisser. Effectivement, ils n'avaient pas tort. Et c'est ce que nous continuons de faire. Maintenant, nous appelons tous les enseignants du département de Vélingara à venir se joindre à nous. Leur dire que la CONEMS, c'est un syndicat jeune, n'est-ce pas, qui a plein d'avenir et qui sera toujours là, n'est-ce pas, pour les enseignants du département de Vélingara et en particulier les enseignants sortant des CRP. Voilà, donc comme vous l'avez si bien dit, donc la CONEMS est là pour non seulement pour les élèves maîtres sortant des CRP, mais aussi tous les enseignants et enseignantes du pays, je veux dire du pays. Donc venez massifier ce syndicat, ce jeune syndicat-là. Très bien, M. Diallo, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. C'était une parenthèse qui est un peu longue, mais ça vaut la chandelle, comme vous l'avez si bien dit. Donc, on va entrer sur la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, donc, c'était le 3 pour les enseignants et le 7 pour les élèves. Donc, nous avons fait une semaine au niveau des écoles. M. Diallo, avez-vous descendu sur le terrain en tant que syndicaliste d'abord, pas en tant qu'enseignant? Est-ce que vous avez visité quelques écoles? Effectivement, nous avons eu à faire quelques écoles, même si voilà, nous ne pouvons pas faire toutes les écoles, mais nous appelons, comme je te l'ai dit tantôt, donc, nous avons des représentants partout dans le département de Vélingara. Donc nous sommes bien structurés et on demande pour demander des nouvelles. Pas plus qu'hier, je suis entré en contact avec plusieurs directeurs, parce que moi, lorsque les nouveaux sortants sont sortis, il faut le demander dans leur groupe. J'ai cherché presque tous les numéros des directeurs. Tous les numéros des directeurs. Et ça m'a valu une journée. Je me rappelle, lorsqu'ils sortaient ce jour-là, de 8h jusqu'à 23h, je n'ai rien mangé, à part boire de l'eau. J'étais en train d'appeler les directeurs, donc leur montrer, n'est-ce pas, leurs adjoints qui viennent d'arriver. Et surtout aussi, n'est-ce pas, leur dire
que voici des jeunes enseignants, hommes et femmes qui viennent chez vous, s'il vous plaît, il faut bien les traiter, il faut bien les accompagner socialement, mais aussi il faut bien les accompagner pédagogiquement. Donc nous sommes bien représentés dans le département, même si on ne se déplace pas, mais on appelle pour savoir exactement ce qui se passe. Voilà, donc si vous ne vous déplacez pas, il y a des appels. Donc nous revenons sur les problèmes que vous avez rencontrés, ou bien des problèmes qu'on voit surtout avec cette rentrée-là. Donc, quels sont les problèmes majeurs, je veux dire, que nous pouvons citer pour cette rentrée? Effectivement, nous avons beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle le ministre de l'Éducation nationale, d'alors, le ministre de l'Éducation nationale qui est là aujourd'hui, M. Moustapha Guirassy, donc avait invité tous les syndicats légalement constitués. Donc au mois d'août, pas seulement le G7, mais il avait convié ces rencontres à tous les enseignants, à tous les syndicats. Et on voyait que certains syndicats disaient que non, il y a certains syndicats qui ne devaient pas être sur la table parce qu'ils ne sont pas représentés par-ci, par-là. Effectivement, là aussi on l'a vu. Donc il y a certains, là aussi c'est pas tous les syndicats du G7, mais c'est certains syndicats qui fustigeaient, n'est-ce pas, la présence de tous ces syndicats, parce que disant que voilà, c'est eux qui sont les syndicats les plus représentatifs. Mais après, voilà, après discussion, ils ont compris. Tout est rentré dans Ils ont compris que voilà, tous les syndicalistes, qu'on soit représentatifs ou pas, donc on est là pour l'intérêt de l'école. On est là pour, n'est-ce pas, pour le bien-être de l'école. Donc voilà, et ça on en a passé. Maintenant, avec cette rencontre à Saly, le ministre de l'Éducation nationale a convoqué aussi le ministre, n'est-ce pas, des Finances, mais aussi le ministre de la fonction publique. Parce qu'il faut savoir que ces trois ministères-là sont liés quand il s'agit de l'enseignement. Il y a le ministère de l'Éducation nationale qui se charge des dossiers, n'est-ce pas, comme les arrêtés et autres. Mais quand ils terminent, ils vont envoyer ces dossiers-là au niveau de la fonction publique. Donc le dossier va suivre un processus, n'est-ce pas? Et quand ce processus au niveau du ministère de la fonction publique se termine, donc les finances aussi vont prendre. Donc le ministère des Finances aussi va prendre. Donc ce qui veut dire que les enseignants, nous, on est entre trois ministères. Raison pour laquelle, donc il y a tellement de lenteurs administratives. Les lenteurs administratives sont là et qui tuent les enseignants. Donc raison pour laquelle le ministre avait convié ces rencontres à tous les syndicats, d'abord à ce qu'on parle d'abord des décisionnaires. Le problème des décisionnaires. Parce que moi j'ai l'habitude de dire, quand tu vois un doyen qu'il est à quelques mois ou bien qu'il est à quelques années, n'est-ce pas, de sa retraite, quand tu le vois, tu as envie de pleurer. Parce qu'il sait, n'est-ce pas, les conditions qu'il attend. Parce qu'il sait réellement que quand on décroche, quand on part à la retraite, on n'est pas traité de la même sorte que les autres. Surtout avec la pension. Effectivement. On a une pension, n'est-ce pas, très médiocre. C'est pourquoi, lors de ces rencontres, on a parlé de cette situation. Il y a le décret qui doit être changé. Donc, et je sais que le ministre s'y attelle. Donc, incessamment, j'en suis certain que ce décret-là va être, n'est-ce pas, va être signé, promulgué, n'est-ce pas, ce qui permettra à ces derniers-là, n'est-ce pas, de rentrer dans, n'est-ce pas, d'être comme nous. D'être les fonctionnaires. Voilà, et c'est le décret 74-347. Donc, à travers son article 7, n'est-ce pas, qui va être changé. Et j'en suis certain que ça ne va pas tarder. L'autre chose, mon frère, ce sont les lenteurs administratives. Les lenteurs administratives, tu vois, comme je l'ai dit tantôt, un enseignant qui attend 5 ans pour avoir son CAP. Après avoir obtenu son CAP, il est obligé d'attendre 1 an, 2 ans, n'est-ce pas, avant la sortie de son arrêté. Un papier qui montre juste que toi, tu avais réussi à ton examen. Tu avais réussi à son examen. C'est juste un papier. Avec ce 21e siècle, tu attends 1 an, 2 ans pour la sortie d'un arrêté. Et après la sortie de cet arrêté aussi, donc tu es obligé d'attendre 2 ans, 3 ans avant d'être titularisé. Avant d'être titularisé, avant d'avoir ton acte d'intégration. Tu obtiens ton acte d'intégration
Tu attends encore 2 ou 3 mois, 3 ou 4 mois avant d'être mis en solde. Donc, ce qui veut dire que l'enseignant, n'est-ce pas, il ne fait qu'attendre. C'est une attente interminable, n'est-ce pas, qui mérite aujourd'hui d'avoir des solutions. L'autre chose, mon frère, c'est la formation. La formation, n'est-ce pas, continue. La formation des chargés de cours. Parce que quand on sait qu'avec la formation continue, c'est surtout ceux qui sont à la FASTEF. Parce qu'à la FASTEF, tu peux faire le concours avec le bac, par exemple. Tu entres avec le bac, mais si seulement tu as ta licence ou bien avec le master, tu peux aller continuer ta formation pour être, si tu es en PSMGE, après tu vas être n'est-ce pas, en KM ou bien en KS après. Donc tu vois. Maintenant, avec la formation des chargés de cours, donc moi personnellement, j'y attends. Vous attendez. Donc nous sommes plus de 3000 voire 4000 enseignants qui attendent d'être formés. Le chargé de cours, c'est qui? Le chargé de cours, c'est quelqu'un qui était au primaire, qui a enseigné au primaire, à l'école primaire ou bien au préscolaire, avec son diplôme de licence ou bien master, n'est-ce pas? L'IF le sollicite avec des manques de professeurs au niveau du collège ou au niveau du lycée. Il est sollicité par son IF, il dépose son dossier, on le prend. Mais quand il signe, n'est-ce pas, quand il signe l'engagement, on te dit que tu vas faire 2 ans et tu vas faire la formation. Mais malheureusement, il y a des doyens qui attendent 10 ans. 10 ans, vous avez vu. D'autres même partent à la retraite. Avec comme ça. Comme chargé de cours. Donc, et quand tu ne fais pas cette formation-là, donc tu ne vas pas quitter les stades d'instituteurs. Tu restes tous instituteurs. C'est après avoir suivi cette formation-là, n'est-ce pas, que tu vas, n'est-ce pas, tu seras reclassé en tant que, n'est-ce pas, tu auras toi soit ton KM ou bien ton KS situé entré avec le master. Et là, tu seras maintenant un professeur. Mais tant que tu ne suis pas cette formation-là, et je rappelle une formation maintenant qui ne coûte rien à l'État. Parce qu'auparavant, l'État perdait de l'argent, mais aussi perdait l'enseignant. Parce que l'enseignant était obligé d'aller à FASTEF pour faire la formation. Maintenant, c'est la formation à distance, ce qu'on appelle la FAD. L'enseignant enseigne, il reste dans son école, il enseigne, et il suit la formation en même temps. Maintenant, lors des grandes vacances, ou bien lors, n'est-ce pas, des fêtes de Pâques ou bien de Noël, il y a ce qu'on appelle des regroupements. Les enseignants vont se rencontrer et, n'est-ce pas, et suivre 10 jours ou bien une semaine de formation. Donc, ça veut dire que ça ne coûte rien à l'État. Mais nous saluons franchement l'engagement du ministre actuel, ministre, n'est-ce pas, Guirassy, qui a pris l'engagement, n'est-ce pas, de former tous ces gens-là. Tous les chargés de cours, d'après ce qu'il nous a dit, seront formés. Donc nous avons un espoir, maintenant on attend. Voilà, parce que nous tous nous savons avec la politique, on peut dire aujourd'hui ceci, et dans quelques mois, dire que ça n'a pas été possible. Donc espérons que cette fois-ci sera la bonne, parce qu'il y a des milliers et des milliers qui attendent. Maintenant, l'autre chose, c'est aujourd'hui, nous tous nous savons, ce sont les abris provisoires. Les abris provisoires. Les abris provisoires, même en ville, mon frère, même en ville, Rufix et autres, parfois tu vois les abris provisoires. Et ça fait mal. Ça fait mal. Mais nous avons entendu ce que le ministre, le Premier ministre a dit, que, n'est-ce pas, ces abris provisoires-là seront vieilles souvenirs. Qu'on vient souvenir d'après lui. Parce qu'il dit qu'il y aura d'abord, pour ce qui est des tablements, il y aura 100 000 tablements qui seront des tablements neufs, n'est-ce pas? Et il a parlé n'est-ce pas, de la mise en disposition, non, ça c'est après. Il a parlé de réparation des tablements. Il dit que les tablements seront parce qu'il y a un manque criard, surtout de tablements dans les écoles. Et surtout dans les collèges et lycées. Il y a un manque criard, n'est-ce pas, de tablements. Des élèves qui s'assoient à 4, à 5. Effectivement. Et le Premier ministre a promis, n'est-ce pas, que ces tablements-là, non seulement beaucoup seront rétablis, mais il y aura des tablements, n'est-ce pas, qui viendront, Inch'Allah. Maintenant, l'autre chose, c'est le manque criard d'enseignants. Surtout le département de Vélingara. Effectivement. Pleure. Si nous prenons par exemple le département de Vélingara,
département de Vélingara, c'est une zone de départ. Oui, c'est une zone de départ. Beaucoup de nos collègues, et ils ont raison, Oui. quand ils font 5 ans, 6 ans, n'est-ce pas, ils vont rentrer. Oui. Et ils ont raison. Oui. Parce que, n'est-ce pas, la famille a besoin de toi, n'est-ce pas, tout le monde a besoin de toi, Oui, tu vas oui. accompagner les enfants. Les enfants. Madame a besoin de toi. Donc quand tu fais 5 ans, 6 ans, donc à un certain moment, il faut rentrer. Il faut rentrer, oui. Donc c'est une Être zone de près la départ. famille. C'est une zone de départ. Oui. Raison pour laquelle il y a un manque criard d'enseignants. Oui. Mais cette année, nous saluons franchement le ministère de l'Éducation nationale, oui. parce que nous avons eu plus de 80 enseignants qui sont venus à Vélingara, qui ont été affectés à Vélingara. Oui. Mais malgré tout, le gap est là. Le gap est là. Et oui. le gap va toujours rester là. Rester, oui. Parce que tu vois, parfois, dans une école, c'est tout le monde qui est parti. Oui, tout le monde est parti. Tout le monde est parti dans l'école. Même le directeur, parfois, voilà, l'école est fermée. L'école est fermée, oui. Donc, c'est ça le véritable problème. Oui, oui. Donc, j'en suis sûr et certain, d'ici quelques années, ça Oui, va se régler. ça Parce va que se cette régler. année, d'après ce que le ministre a promis, Oui. il y aura plus de 4000, n'est-ce pas, enseignants qui seront recrutés. recrutés. La miséricorde nationale. Oui. Il y aura plus de 4000 qui seront recrutés. Parce qu'avec le concours du CREM qui est ouvert Effectivement. jusqu'au 15 pour les inscriptions, donc pour ceux qui veulent faire ce concours-là, donc c'est ouvert depuis le mois de septembre, donc ça va finir le 15 octobre. Effectivement. Donc les candidats sont priés de faire les formalités, Effectivement. s'inscrire en ligne au niveau du Mirator, mais aussi déposer leur dossier au niveau des IEF. Effectivement. Oui, continuez. Donc ils ont ces frais-là au passage. Oui. Ils ont jusqu'au 15, Oui. n'est-ce pas, pour s'inscrire Oui. sur Mirador, Oui. afin, n'est-ce pas, qu'ils fassent, n'est-ce pas, partie Oui, de ces enseignants-là qui sont choisis. Oui. Donc on rappelle qu'actuellement, au niveau de la plateforme, il y a plus de 66 000 inscrits. Inscrit. 66 000 inscrits. Et tous ces gens-là veulent enseigner. Donc oui. voilà. Donc c'est juste pour montrer que voilà, Oui. l'enseignement aujourd'hui devient, n'est-ce pas, Non, c'est un métier noble aussi. C'est un métier noble, Oui. n'est-ce pas, que les gens, n'est-ce pas, que les gens veulent embrasser. Veulent embrasser, oui. Ils ont parfaitement raison. Oui. Parce qu'un pays se développe par l'éducation. Effectivement. Voilà. Et nous, il y a aussi un autre problème qui est la surimposition sur les rappels, mon cher. Là aussi, c'est un véritable problème. Effectivement. Je pense que c'est une vieille question qui a toujours été là. Et j'en suis sûr et certain que les nouvelles autorités, n'est-ce pas, étant des agents des impôts et domaines, et mon président l'a toujours dit, le Premier ministre aujourd'hui, Sonko a toujours défendu les enseignants quand il était à l'opposition. Et je pense qu'il ne va pas nous laisser comme ça. Donc il va s'y atteler, lui avec le président de la République, tout son gouvernement. D'ici quelques années, j'en suis certain que ce sera un mauvais souvenir. Mais ce qu'il faut dire, que ça fait mal. Ça fait très mal, de voir un enseignant rester, par exemple, pendant 10 ans, voire 15 ans, pour attendre son rappel. Et quand il l'obtient, il n'a que les 50%. Les 50%. On lui dit que les 50%, c'est de l'impôt. C'est de l'impôt, oui. C'est vraiment inimaginable. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal pour dire vrai. Chaque vraiment. jour que Dieu fait, nous le voyons au niveau des groupes WhatsApp. Les gens, n'est-ce pas, le disent, mais il faut croisons les bras, et espérons, n'est-ce pas, que les autorités là qui maîtrisent très bien la situation, il faut le dire, parce que Sonko l'a toujours dit que les députés payaient 1500 francs, n'est-ce pas, d'impôts, et que les enseignants, tu vois, un enseignant qui paye 50 000, parfois ceux-là qui ne sont pas mariés, qui payent parfois 75 000, 80 000 francs d'impôts. Et je pense que c'est de l'inéquité. Il va falloir, n'est-ce pas, que l'État s'y pense et apporter des solutions par rapport à ça. Surtout aussi le système de rémunération qui est un problème aussi, mon cher. Là aussi, le gouvernement, avec votre rencontre, qu'est-ce qu'ils ont promis? Parce qu'avec ce système de rémunération, il n'y a pas d'équité, je crois bien. Il y a de cela 2 ans. Ou 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas, la grève s'était axée sur ça. La grève était axée sur ça. Et le gouvernement qui était là avait pris note. J'avais pris note. Voilà. Ils avaient même fait des augmentations, que nous savons nous tous. Que nous saluons aussi. Que nous saluons au passage, effectivement. Que nous saluons au passage. Mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Parce que mon frère, l'enseignant, tu l'as dit tantôt, il a un métier noble. S'il y a seulement un métier qui mérite respect et considération dans ces pays-là, ou bien dans le monde, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement, Parce que quand on est président de la République, qu'on soit ministre, qu'on doit DG, etc., tu as été enseignant. Donc cet enseignement-là
n'est-ce pas, il mérite respect et considération. Vous prenez des pays développés, par exemple, comme la Chine ou bien le Japon. Ou bien le Canada. Oui. Les enseignants sont les mieux payés. Oui. Les enseignants sont mieux payés. Oui. C'est ça la réalité. Les enseignants sont mieux payés parce que tout simplement, ils abattent un travail extraordinaire. Je prends par exemple l'enseignant du primaire. Il n'a pas de repos, mon frère. Oui. Surtout ça. L'enseignant du primaire, du matin au soir. Parfois, tu n'as même pas une vie privée. Oui, surtout. Tu vas à l'école de 8h à 13h ou bien 14h, tu reviens le soir, les mardis et les jeudis, tu vas à l'école, tu reviens à la maison, tu es avec tes fiches, d'accord, tu es avec les modèles, surtout quand on est à la première étape. Tu fais les modèles, tu dois corriger, n'est-ce pas, les cahiers de devoirs, la composition quand elles viennent, tu corriges, n'est-ce pas, les cahiers. Non, mais tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie, c'est ça. Parfois, si tu n'as pas une bonne épouse, n'est-ce pas, qui comprend, certainement vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, s'il y a un métier qui mérite, n'est-ce pas, d'être respecté, c'est bien l'enseignement. Et moi, j'ai de bonne foi que ces autorités-là qui sont là, elles comprennent. Et j'en suis certain, n'est-ce pas, qu'elles viendront à ce bout. Parce que l'enseignement, c'est le socle de tout. Surtout, je le dis à chaque fois, l'enseignant crée en main. Crée en main, surtout. L'enseignant crée en main. S'il y a quelqu'un qu'on doit respecter, mon frère, c'est ces derniers-là. Ces derniers-là, oui. C'est ça la réalité. Il faut que l'enseignant crée en main soit respecté. Mais aussi qu'il soit impliqué. Impliqué, oui. Parce qu'on se rend compte dans toutes les décisions presque qui sont prises, n'est-ce pas, l'enseignant crée en main, n'est-ce pas, n'est pas... Il est laissé en rade. Exactement, il n'est pas impliqué. Et il doit être impliqué parce que c'est lui qui maîtrise la situation. C'est lui qui est sur le terrain. C'est l'enseignant qui est dans les plus dans les localités les plus, n'est-ce pas, dans les localités les plus surtout éloignées. on disait même l'enseignant il est plus que de l'armée. Parce que tu vois dans un village où c'est l'enseignant seulement qui est là-bas. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Donc c'est l'enseignant qui est là-bas. C'est ça. Maintenant, donc l'enseignant, il mérite d'être respecté, mais aussi il mérite d'avoir une très bonne rémunération. Une bonne rémunération aussi, n'est-ce pas, qui permettra à l'enseignant de travailler dans l'harmonie, dans la clarté, sans aucun problème. Voilà, surtout nous revenons sur ça avec des solutions. Donc quelles sont les pistes de solutions pour, surtout l'année passée, il n'y avait pas de grève. Et cette année aussi, espérons qu'il n'y aura pas de grève, il n'y aura pas de perturbation. Et quelles sont les pistes de solutions qu'on peut faire pour que cette année aussi se passe normalement? Alors, mon frère, au niveau Sonko, il a parlé de transformation systémique de l'école. Et moi, je suis syndicaliste. Je crois à ce qu'il a dit, mais c'est lorsque ils joindront, n'est-ce pas, l'acte à la parole. C'est en ce moment-là, parce que je suis syndicaliste, c'est pas parce que je fais la politique. Je défends d'abord le syndicalisme. Il va falloir, n'est-ce pas, que ce qu'ils ont promis, que ça, n'est-ce pas, que les enseignants le voient. Il faut que je dise la vérité. Parce que il a parlé de recrutement, je l'ai dit tantôt, de 4527 enseignants, n'est-ce pas, qui est une bonne idée, et de 800 formateurs. D'accord? Il a parlé de la réhabilitation de 100 000 tables bancs, d'accord? Et l'acquisition aussi de 70 274 tables bancs neufs, qui seront répartis au niveau des IEF. Effectivement, il a parlé de branchement en électricité au niveau des centres de formation. Par exemple, comme celle de Vélingara. Je pense qu'il y a une autre qui se trouve à Konkane. À Konkane, il y en a. Voilà, il a parlé d'une journée d'instauration de propreté. Ça, on a déjà vu avec l'eau du 5 dernier. C'est à l'union école, c'est à l'union école. Effectivement, on l'a déjà proposé. Il a aussi parlé de renforcement de la pratique du sport dans les écoles. Et il y a même l'arrêté du ministre qui effectivement, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, nous, on se rappelle lorsqu'on était jeunes, mais même si tu n'es pas bien en classe, tu es respecté. Parce que peut-être quand tu vas au terrain, tu es bien. On dit, si le gars là ne vient pas, on est cuit au terrain. Et au terrain, on a pu, n'est-ce pas, détecter beaucoup de talents quand on était jeune. Je pense que cela, ça doit continuer dans les villages et dans les villes. C'est pas seulement dans les villes, mais dans tous les villages du Sénégal. Si nous regardons bien, les plus grands sportifs, ils viennent des villages. Donc pourquoi ne pas mettre ça dans les écoles? Donc aussi, il a parlé d'institutionnalisation de l'organisation du championnat national. Donc c'est ce que nous venons de dire. Mais aussi, donc là, il a parlé aussi de que tout simplement, les lenteurs administratives
vont être diminuées. Oui, oui. On ne dit pas que les administrateurs vont se terminer. Oui. Parce que les lenteurs, comme on le sait, Oui. donc c'est un processus, c'est un long processus, Oui. n'est-ce pas, qui doit être mis en place. Oui, oui. Mais disons que les lenteurs administratives Oui. soient amoindries. Le plus rapidement possible. On en a besoin. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, Oui. où tout est numérisé, Tout est numérisé surtout. c'est inacceptable de voir aujourd'hui Oui. l'enseignant prendre seulement un acte, ou oui. bien prendre un dossier, Oui. qu'il se déplace, aller jusqu'à Dakar. Oui, jusqu'à Dakar pour On les est le déposer. 21e siècle. Oui, vraiment. Et aujourd'hui, l'État a mis en place Girafe 1, Girafe 2. Oui. Mais ça doit être fonctionnel. Mais les gens disent que Girafe 2 ne fonctionne Effectivement, pas. ça doit être redynamisé. Oui. Ça doit être mis en, n'est-ce pas, il va falloir que ça fonctionne comme il se doit. Oui. Oui, Ce qui permettra aux enseignants, n'est-ce pas, de ne pas se déplacer. Ou oui. bien, n'est-ce pas, d'amoindrir les lenteurs administratives. Les lenteurs administratives. Donc je pense que, avec cette annonce, Oui. pour dire qu'ils vont recruter beaucoup d'enseignants, donc si on le fait, j'en suis Mais sûr aussi, et c'est certain. aussi la création aussi de l'emploi avec Effectivement. Surtout beaucoup attendent cet emploi-là. Effectivement. Je pense que si aujourd'hui, donc ils respectent ce qu'on a pris, les engagements qui ont été pris, Oui. n'est-ce pas, surtout lors de Sali, le rapport qui a été retenu Oui. à Sali, les conclusions qui ont été retenues, Oui. j'en suis certain qu'on aura une année apaisée Oui. où il n'y aura aucun problème. Oui. Parce que nous, enseignants, c'est pas parce qu'on est syndicalistes. Oui. Nous, notre sacerdoce, c'est quoi? Oui. C'est de voir nos potasses réussir. C'est de voir nos enfants réussir. Parce qu'à l'école, ce sont nos enfants qui sont là. Ce sont nos nièces, ce sont nos neveux qui sont à l'école. Oui. Mais maintenant, pourquoi, n'est-ce pas, vouloir gréver comme ça pour rien? Pour rien. Non. Donc, moi, j'en suis certain que si toutes les conditions sont réunies, aucun enseignant n'ira en grève et on va travailler comme il se doit, Inch'Allah. Voilà. Merci donc encore une fois, M. Diallo, donc Ibrahima Diallo, que nous partageons ici sur ce plateau Parlons Éducation. Rappelons que ici c'est un syndicaliste pur et dur, c'est un syndicaliste pur et dur qui sait défendre les enseignants et les enseignantes, surtout quand ils sont en difficulté. Monsieur, que voyez-vous sur l'agitation des enseignants par rapport aux OS de redéploiement, surtout ces temps-ci avec ces OS-là? Merci mon frère. Oui. Je pense que cette question, même si tu ne l'avais pas posée, donc j'allais te demander, j'allais me mettre à ta place pour que tu, n'est-ce pas, proposes cette question-là. Oui, c'est ça. Alors, mon frère, on nous interpelle de partout. Oui. Parce que tu sais, comme je l'ai dit tantôt, j'ai commencé le syndicalisme très tôt, en étant amateur. À l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université. Donc, on a fait le syndicalisme en étant amateur. En ne maîtrisant pas les textes. Et moi, personnellement, lorsque j'ai décidé de continuer le syndicalisme en étant professionnel, en étant enseignant, je me suis payé une formation pour, n'est-ce pas, maîtriser les textes qui sous-tendent mon métier, qui sous-tendent l'éducation, le système éducatif. Parce que tu ne peux pas dire que tu es travailleur dans tel domaine et que tu ne maîtrises pas les textes qui parlent de ce métier-là. Ça sera très difficile. Surtout quand on dit qu'on est syndicaliste. Tu es syndicaliste, tu ne maîtrises pas les textes. Dis-toi que tu vas te suicider. Parce qu'un jour, tu voudras aider quelqu'un, n'est-ce pas, alors que tu l'induis en erreur. C'est ça la réalité. Alors, le problème de redéploiement, je le dis à chaque fois, parfois la loi elle est injuste. Surtout. Parce que quand la loi dit que l'IF ou bien l'IA, chacun d'entre eux a le privilège ou bien a les prérogatives de redéployer un enseignant. D'accord? Quand il veut et où il veut. Donc ça veut dire que c'est la loi qui le permet. D'accord? Même si la loi tombe sur nous, disons que c'est la loi qui est tombée sur nous. Et comme je l'ai dit tantôt, parfois elle est injuste. Maintenant, la solution c'est quoi? C'est pas de prendre des décisions hâtives ou bien de prendre des décisions d'un coup de tête. Ce qui urge, c'est de demander. C'est de demander. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'IF a les prérogatives de redéployer quelqu'un. Parce qu'on parle de nécessité de service. Ça aussi, il faut le dire. Effectivement, c'est ce qu'on a mis au niveau des textes, au niveau de la loi. C'est ce que la loi dit.
Maintenant, quand un enseignant dit que moi, je ne vais pas rejoindre, voilà, parce qu'on m'a redéployé avec excès de pouvoir, c'est parce que peut-être cet enseignant ou bien ce travailleur n'a pas maîtrisé réellement les textes. Et j'en appelle à la responsabilité des enseignants, d'accord, qu'ils aillent maîtriser les textes. Et s'ils ne maîtrisent pas, ils n'ont qu'à demander ceux-là qui maîtrisent les textes. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous, on ne compatisse pas. Personnellement, moi, je compatis. J'ai des propres frères, qui ont été redéployés. Ils ont gagné au mouvement, ils ont gagné au mouvement national. Ils ont été redéployés. Comme je l'ai dit tantôt, la loi elle est injuste. Parce que c'est un peu difficile de voir un enseignant engranger des points pendant des années. D'accord. Et un jour, il compétit parce que tout simplement, il faut se rapprocher de la effectivement, famille, il faut se rapprocher des conditions meilleures exactement. là où il était. Exactement, il faut se rapprocher de la famille. Parfois, beaucoup c'est la famille. Parfois, d'autres c'est les conditions. Parfois même d'autres c'est des conditions sociales, n'est-ce pas, qui leur permettent, n'est-ce pas, de se déplacer. Dire que voilà, moi je vais partir. Je vais quitter. Après avoir fait 5 ans, après avoir fait 10 ans pour d'autres, n'est-ce pas, ils compétissent pour partir. Maintenant, quand tu viens, avant même, n'est-ce pas, de prendre ton OS, on te dit que voilà, tu vas partir dans une autre école. Ça fait très mal pour du vrai, ça fait très mal. Mais, encore une fois de plus, il faut le dire, la loi, c'est la loi. C'est la loi, Moi, ce que je préconise, à chaque fois que quelqu'un m'appelle, je lui dis, ce qu'il faut faire, c'est de négocier. C'est d'aller négocier avec l'IEF. L'IEF, c'est une personne. C'est un enseignant. Il est un enseignant jusqu'à présent. Peut-être il a juste changé de statut. Il a quitté du statut d'instituteur à, n'est-ce pas, un statut d'inspecteur. C'est tout ça. Mais il reste un enseignant. Il a enseigné pendant des années. D'accord. Maintenant, il faut aller, n'est-ce pas, le voir, l'expliquer ta situation, n'est-ce pas, et peut-être, n'est-ce pas, qu'il va te comprendre. Et tu auras gain de cause. Mais n'affrontons jamais, n'est-ce pas, la hiérarchie, parce que c'est à notre risque et péril. Parce que c'est la loi qui permet à l'IEF, ou bien c'est la loi qui permet à l'IA de redéployer quelqu'un pour nécessiter le service. Maintenant, la solution, c'est quoi? La plus grande solution, c'est que nous, syndicalistes, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les listes, avec les élections législatives, dans toutes les listes, n'est-ce pas, qui ont été présentés, il n'y a que les enseignants qui dominent. Il y a beaucoup d'enseignants. Il y a les enseignants qui dominent. Si je prends la liste que je maîtrise, la liste de PASTEF, il y a presque une cinquantaine d'enseignants qui sont sur la liste. Maintenant, c'est de rencontrer ces gens-là, nous syndicalistes, de rencontrer tous ces gens-là qui nous représenteront à l'hémicycle, au niveau de l'Assemblée nationale, de les rencontrer, d'accord, et de mettre à mise à jour certaines lois, n'est-ce pas, qui sont considérées comme obsolètes. Depuis des lois qui sont dépassées, 1981, 1979, 1961, avec la loi 61-33, etc. C'est des lois, n'est-ce pas, qu'on considère aujourd'hui qui doivent être révisées, ou bien qui doivent être changées complètement, n'est-ce pas, pour permettre à tout travailleur, n'est-ce pas, pas d'avoir sa liberté, mais quand même se sentir effectivement, se sentir, n'est-ce pas, considéré, voilà, même s'il ne sait pas trop libre, mais libre quand même. Effectivement, se sentir considéré, mais surtout quand il fait un travail extraordinaire comme les enseignants. Donc c'est ça aujourd'hui la situation qui est là. La loi, elle est là. Les inspecteurs n'ont pas inventé la loi. Les IA n'ont pas inventé la loi. C'est la loi qui est là depuis 1930, 1979, etc. Donc il faudra qu'il mérite d'être révisé, n'est-ce pas, pour permettre, surtout avec le mouvement national. Le mouvement national, comme je l'ai dit tantôt, ça mérite d'être revu. Ça peut être revu. Ça peut être revu. Quand un enseignant attend 15 ans pour compétir, tu as 150 points, 160 points, tu viens dans une localité, directement, n'est-ce pas, on te dit que non, c'est pas ta place n'est pas ici, je vais t'amener en profondeur. Voilà, ce dernier-là. Je pense qu'il va se sentir lésé, il va se sentir frustré. Et je sais que l'enseignant ou bien le travailleur, n'importe quel travailleur, quand il est frustré, il ne va pas faire un bon travail. Donc moi j'appelle aux enseignants, n'est-ce pas, à la responsabilité. Le dire que nous compatissons, nous syndicalistes, nous surtout de la CONEMS, nous compatissons. Parce que beaucoup qu'on redéploie aujourd'hui, c'est des membres de la CONEMS. Ce sont des membres de la CONEMS. Donc on les comprend. Mais
la loi c'est la loi. C'est la loi. Elle est injuste parfois, mais elle reste la loi. Elle reste la Donc loi. voilà. Voilà, merci. Donc c'est clair. Donc, chers enseignants, donc ne soyez pas, ça veut dire n'allez pas va-vite. Donc allez maîtriser les textes avant de faire quoi que ce soit, ou bien s'approcher des syndicalistes qui le savent. Voilà, Monsieur Diallo, on va aller à notre question sur les nouvelles autorités ont introduit l'anglais au niveau de l'école primaire cette année. Donc, que voyez-vous cette introduction de l'anglais au niveau de l'école primaire? Effectivement, c'est une bonne idée ou... Effectivement. En tout cas, nous, de la CONEMS, nous saluons. Et je sais que tout enseignant doit saluer cette initiative qui a été mise en place par les nouvelles autorités. Parce que n'oublions pas que mon frère, aujourd'hui l'anglais, c'est la première langue parlée. Tout le monde le sait. C'est la langue business, on disait même. Effectivement. C'est pas parce que nous aujourd'hui, on s'approprie du français, voilà, que nous devrons léser l'anglais. L'anglais constitue cette langue, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, si tu la maîtrises, là où tu peux aller dans ce monde-là, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, etc., partout dans le monde, quand tu la maîtrises, tu n'auras aucun problème. Donc, ce qui veut dire que cette décision qui a été prise, n'est-ce pas, par les nouvelles autorités, c'est une très bonne idée. Maintenant, c'est la pratique sur le terrain, parce que nous, c'est là où on attend les nouvelles autorités, la pratique sur le terrain. Ils disent que cette année, l'anglais, c'est la troisième étape. Effectivement, c'est une sorte de texte, de test. On est en train de tester. Est-ce que, n'est-ce pas, est-ce que c'est une bonne idée en réalité? Ils sont en train de tester pour dire que voilà, c'est la troisième étape, n'est-ce pas, qui sont, effectivement, qui vont, voilà, les élèves de la troisième étape qui vont faire cette langue-là. Maintenant, la première étape, comme la deuxième étape, on a besoin. On a besoin. Parce que lorsque nous sommes allés au collège, l'anglais, c'est une nouvelle langue. Parfois, tu ne comprends absolument rien. Mais si l'enfant le commence dès le bas âge, en ayant 6 ans, 7 ans, j'en suis sûr et certain, avant d'arriver au CM2. Avec les lettres, s'ils savent lire les lettres, faire associer des lettres, lire des mots, c'est un atout. Effectivement, avant même d'arriver au CM2, l'enfant risque de maîtriser l'anglais mieux que le français. C'est moi qui te le dis. Il va maîtriser l'anglais mieux que le français. Parce que l'anglais, c'est pas aussi difficile que le français. C'est pas aussi difficile. Donc là où tu dois mettre un ou bien une, tu mets en anglais. Là où tu dois mettre là ou le, tu mets Donc tu vois. Surtout avec le français des élèves maintenant. Ou la, ou bien une, donc avec le féminin et le masculin, ça cause beaucoup de problèmes. Effectivement. En tout cas, nous l'accueillons. Nous accueillons cette initiative et disons que c'est une bonne idée. Maintenant, il va falloir donc la mettre en pratique. Cette année, c'est CM1, CM2, mais que dans un an, que ça démarre au niveau de la première étape et au niveau de la deuxième étape. Pour que tout le monde soit, n'est-ce pas, tout le monde soit concerné. Sinon, à un certain moment, les enfants qui sont, n'est-ce pas, de la première douzaine, disons que c'est de la discrimination. Donc voilà. Cette année, disons que c'est une discrimination positive parce que c'est en phase de test. Et voilà, donc j'en suis certain que voilà, ça va aller. Voilà, merci encore une fois. Donc, sur ce, nous allons dire que le crème, donc cette année, il y aura 4 options. Il y a l'option française, il y a l'option anglaise, l'option arabe, mais aussi Dara. Donc chers jeunes, allez s'inscrire et faire ce concours-là. Et on vous souhaite bon sens à ces candidats-là. Voilà, je disais président, quels sont les conseils que vous donnez aux nouveaux sortants, surtout qui viennent fraîchement du CRP, de la formation et qui sont affectés dans les écoles? Quels conseils donnez-vous à ces jeunes enseignants-là? Merci mon frère, merci de cette question. Nous l'avons déjà fait pour ceux qui étaient présents lorsqu'on les remettait, n'est-ce pas, les OS. Mais là, nous le faisons de façon générale, pour tous les sortants des CRP. Nous leur disons que dans cette vie-là, il n'y a que le travail qui compte. Lorsqu'ils faisaient le concours, ils étaient des centaines et des centaines. Ou bien des milliers et des milliers. Ils étaient des milliers et des milliers à faire le concours.
Et Dieu a fait que c'est eux qui sont sortis, n'est-ce pas, en étant enseignants. Ils ont fait la formation au niveau des CRPE avec les inspecteurs. Ils ont maîtrisé, n'est-ce pas, la pédagogie, même s'ils n'ont pas maîtrisé à 100%, mais ils ont été initiés. Ils ont acquis des bagages. Effectivement, ils ont été initiés. Qui peuvent leur permettre de dérouler des leçons au niveau. Exactement, ils ont été initiés à ça. Et maintenant, ça ne doit pas s'arrêter. L'apprentissage ne doit pas s'arrêter. L'enseignant doit avoir ce qu'on appelle une formation continue. À travers, n'est-ce pas, les doyens, au niveau des cellules, n'est-ce pas, etc. Voilà, au niveau des cellules internes, comme au niveau des grandes cellules. Donc, les enseignants doivent, n'est-ce pas, poursuivre leur formation. Parce qu'il y a un auteur qui disait, quand on cesse d'apprendre, quand on cesse d'apprendre, il ne faut pas enseigner. Ce n'est plus la peine d'enseigner. Il faut apprendre chaque jour que Dieu fait. Et l'enseignant, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui mérite d'apprendre chaque jour que Dieu fait pour mieux faire son travail en classe. Donc nous le disons, continuez sur ça, n'est-ce pas. L'autre chose, c'est dans le domaine social. Dire à nos frères que la majeure partie, maintenant avec les nouveaux sortants, la majeure partie, n'est-ce pas, sont affectés dans les villages. Les villageois, c'est de très bonnes personnes, Ils accueillent très bien les enseignants. Mais il va falloir, nous aussi, que nous soyons irréprochables. Que nous soyons irréprochables dans tous les domaines. La dernière fois, inspecteur Diop le disait, il va falloir que nous soyons irréprochables. D'accord? Parce que quand tu viens dans un village, n'est-ce pas, tu viens fraîchement d'arriver. D'accord? La population t'observe. La population regarde tes faits et tes gestes. Tout ce que tu fais, ils sont en train d'enregistrer. Donc, ce qui veut dire que tout ce que nous devons faire, qu'on soit jeune, qu'on soit enseignant ou enseignant, doit, n'est-ce pas, on doit mettre en avant notre conscience. On doit mettre en avant, n'est-ce pas, tout en sachant que l'enseignant, c'est un modèle. Tout ce que l'élève voit, son enseignant faire, c'est ce qu'il va appliquer à la maison. Donc, ce qui veut dire que l'enseignant, c'est un modèle. Il doit appliquer, ce qu'on lui a montré au CRPE, n'est-ce pas, et pour qu'il ne soit pas, n'est-ce pas, quelqu'un qu'on va indexer dans le village. Surtout avec ces élèves, nos élèves qui copient sur l'enseignant. Effectivement, c'est un modèle. L'enseignant, c'est un modèle. Parce que nous tous, aujourd'hui, nous avons un enseignant, n'est-ce pas, un enseignant modèle. Voilà, que ce soit à l'école primaire, au collège ou bien au lycée, on a cet enseignant-là que nous considérons comme étant un modèle. Donc nous devons copier ces gens-là. Et j'en suis certain, les doyens qui sont sur le terrain, j'ai fait 6 ans à l'école primaire, je connais les doyens qui sont sur le terrain. C'est des doyens très accessibles, des doyens, n'est-ce pas, qui te conseillent. Et il va falloir que nous aussi, nous acceptons ces conseils-là. Et qu'on se dit que voilà, nous sommes là pour la nation, c'est la nation qui nous a engagés. Et on doit, n'est-ce pas, faire notre travail comme il se doit. Parce que les potages-là, je le dis, l'enseignant, quand il ne fait pas son travail comme il se doit, les enfants vont le dire à la maison. Même s'ils ne le disent pas, ça va se répercuter. Effectivement, voilà, effectivement. Et surtout, eux, quand ils sortent, ils sont des candidats. Dès qu'ils sortent, ils sont des candidats. Donc, ce qui veut dire qu'ils doivent être au travail le plus rapidement possible. L'inspecteur les a dit la dernière fois. Par exemple, ceux qui sont à Vélingara, beaucoup d'entre eux seront vus cette année. Ceux qui sont à Vélingara, ils vont être vus au CAP. Parce que l'inspecteur a dit qu'ils ont une quarantaine de candidats. Et ces derniers-là, on va les ramasser d'ici janvier. Donc, ils vont rester ces nouveaux-là qui viennent d'arriver. Donc, je leur exhorte, n'est-ce pas, de se mettre au travail. Je sais qu'ils ont choisi ce métier par amour, ils l'ont choisi par conviction, et ils n'ont qu'à le pratiquer sur le terrain, et ils auront des résultats, Inch'Allah. Voilà, donc, chers téléspectateurs, donc, nous sommes toujours sur votre émission Parlons Éducation, et aussi nous avons le plaisir d'accueillir ici M. Ibrahima Diallo. M. Ibrahima Diallo, votre dernier mot, s'il vous plaît, parce que le temps est déjà fini. Voilà. Franchement, merci beaucoup mon frère pour cette invitation. C'est un plaisir de venir à Diaobé TV, donc la chaîne du Lumo. Et aujourd'hui, la chaîne du Lumo n'est plus à présenter dans ce département, n'est plus à présenter dans la région de Kolda. Et aujourd'hui, tout ce que nous souhaitons aujourd'hui à Diaobé TV, n'est-ce pas, c'est
disons, qu'il soit, que cette chaîne soit la meilleure chaîne, n'est-ce pas, dans la région de Kolda. Ça, c'est dans le département de Vélingara, mais dans la région de Kolda. Parce que vous faites un travail extraordinaire. Je vous ai vu hier à Vélingara. Voilà, la dernière fois, je vous ai vu à Kolda. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites un travail extraordinaire. Et ça, c'est à saluer. Le Fouladou en a besoin. Surtout. Voilà, donc nous vous saluons et nous vous disons continuez sur cette lancée-là. Voilà, ce n'est que victoire, Inch'Allah. Et l'autre chose, c'est d'appeler, dire aux enseignants, l'école a démarré. Moi, j'en suis certain que les enseignants sont déjà sur place depuis le 3. Mais nous ne voyons pas les élèves. Les élèves ne viennent pas. Oui, surtout et ça fait là. Et ça, surtout au collège, au lycée. Effectivement. Mais au primaire, les élèves sont là. Effectivement, maintenant, il va falloir que les parents nous aident. Que les parents, n'est-ce pas, accompagnent leurs enfants. Quand je dis accompagner, c'est les inscriptions, c'est les fournitures. Parce que tu vois les élèves dire que moi je ne vais pas à l'école parce que voilà, j'ai pas de fourniture, je ne me suis pas inscrit. Donc il va falloir que les parents s'y attellent. Voilà, et j'en suis certain qu'on aura une année scolaire apaisée. Et au passage, donc je salue tous les économiens et économiennes, n'est-ce pas, du Sénégal, parce qu'on est représenté partout. Nous sommes partout dans ce pays-là, et particulièrement les économiens et économiennes, n'est-ce pas, du département de Vélingara. Et au passage, je salue, n'est-ce pas, mon frère Pabou Karkama et tous les membres du BEN, tous les membres du BEN qui sont dans le bureau exécutif national, et tous les EG départementaux, n'est-ce pas, et tous les EG régionaux qui eux aussi font un travail extraordinaire. Donc nous les saluons au passage. Et franchement, toi aussi, Moustapha, tu es un frère, un ami. Donc nous sommes de la même génération. Et depuis qu'on s'est connus, tu es là pour la connaissance, tu es là pour les enseignants. Et que Dieu te guide, Inch'Allah. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc nous étions ici sur ce plateau Parlons Éducation. Rappelons que notre invité c'est M. Ibrahima Diallo. Donc ce fut un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Donc nous vous disons merci encore une fois, chers téléspectateurs, et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre émission Parlons Éducation. Merci.